Détourne. Dans le nord de la Tunisie, l'arrivée du printemps annonce aussi le retour des cigognes. Un retour très attendu par les habitants de cette région agricole, car la cigogne est supposée apporter d'abondantes moissons et la prospérité. Ça tombe bien, car dans les champs de pommes de terre, c'est l'heure de la récolte pour les femmes de la région. Je vais aller leur donner un coup de main. Regardez, j'en ai trouvé une grosse. Les autres sont toutes petites. Celle-là, je vais la donner à l'autre dame, son panier est moins rempli. Nous voici maintenant au gîte rural d'Arzagouan, une vaste ferme qui abrite un grand nombre d'animaux. Ça alors? Une autruche? Qu'est-ce qu'elle fait là? Les élevages d'autruches sont rares en Tunisie, mais la ferme de Darzagouan abrite aussi des canards, des chevaux, des vaches ou des poules. Je vais essayer de trouver des œufs. Ah, là c'est un poulailler, donc il devrait y avoir des œufs de poule normalement. Ça y est, j'en ai trouvé. Oh, mais c'est un œuf géant ça. C'est un œuf d'autruche, c'est sûr. Waouh, il est au moins 10 fois plus gros que l'autre. La ferme permet aussi de découvrir le métier de paysan et tous les travaux de la terre, comme par exemple labourer avec une charrue traditionnelle. Ça me paraît un peu rustique comme système. Ah voilà, ça c'est plus moderne. Un petit coup de volant à droite, c'est quand même beaucoup plus rapide. À Darzagouan, on peut aussi s'initier à la cuisine du pays. La farine sert notamment à préparer la pâte pour le pain traditionnel, le tabouna. Il s'agit d'un pain rond et assez plat, souvent agrémenté de grains de sésame. On malaxe bien la pâte avant de la faire cuire dans un four en terre cuite. Je préfère ne pas trop m'approcher. On colle les galettes sur les parois du four et voilà! Oh, là, ce sont des pêchers. Je peux cueillir une pêche? Dans le verger poussent de nombreux arbres fruitiers. Le mieux, c'est encore de déguster. Elles sont bonnes, très sucrées. Autre spécialité, la manière de préparer le café tunisien. Il y a aussi l'eau d'églantine, préparée avec de l'églantier, une fleur sauvage à 5 pétales blancs.
Ça sent bon. L'eau d'églantine sert à parfumer des boissons sucrées ou des gâteaux. On peut aussi la savourer toute seule. On rencontre aussi dans les fermes tunisiennes des animaux bien locaux. Bonjour le dromadaire, tu veux un petit peu d'herbe? Voilà, comme ça. C'est bon, hein? Dans les campagnes tunisiennes, on peut aussi faire des rencontres sympathiques sur les routes. Au revoir. Cette fois, je m'en vais à dos de mulet. Allez, au galop. Nous voici au centre de Tunis, capitale de la Tunisie. La visite commence par l'avenue Bourguiba, l'avenue principale de la ville. Super, une ligne droite. Allez, on fonce. L'avenue compte plusieurs édifices importants, comme la cathédrale Saint-Vincent de Paul ou la Porte de France, qui ouvre sur le quartier de la Médina. La Médina est la partie la plus ancienne de Tunis. On y vient visiter le souk, des petites ruelles bordées de magasins où l'on peut acheter plein d'objets artisanaux. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un instrument de musique? Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tiens, un chameau en peluche. C'est tout doux. Et ça s'appelle une zoukra. On peut vraiment trouver de tout dans la Médina, notamment des vêtements et toute une panoplie de chapeaux. Avec ma casquette, je suis plus grand qu'elle. Pas mal ce chapeau. J'aime bien la couleur. Et puis c'est drôle ces cheveux qui dépassent. En plus, il est pile à ma taille. Dans quelques vieilles boutiques de la Médina, des artisans fabriquent encore à l'ancienne la chéchia, le chapeau national de la Tunisie. Regarde, on lisse la laine comme ça. Tiens, essaie. Tu passes le rouleau, voilà, très bien. Même si on la trouve aujourd'hui en d'autres couleurs, la chéchia est traditionnellement rouge-vermillon. Et voilà, c'est ça. La Médina regorge d'activités artisanales, comme la gravure sur cuivre. Je pourrais essayer? Je voudrais faire un dessin. Je vais écrire ton nom. Regarde, on tient le marteau comme ça. Surtout, ne pas se taper sur les doigts. Et voilà, on a même fait un cœur. Tiens, là, derrière le minaret, on dirait une école. Allons voir. L'école L'Étoile Nejma accueille des enfants de tous les âges. On dirait une classe de maternelle. Et si j'allais leur dire bonjour? Allez, vous dites bienvenue, Arthur. Très sages, les élèves sont très heureux d'avoir de la visite. Arthur est prêt à répondre aux questions. J'ai 5 ans. C'est vraiment sympa de m'accueillir. C'est l'heure du déjeuner et Arthur est invité à partager le repas. J'adore leurs frites. Allez, il est temps de partir. J'ai encore plein de choses à voir. Au revoir tout le monde. À bientôt. Nous voici maintenant au Musée national du Bardo qui raconte l'histoire de la Tunisie. Le musée est réputé notamment pour sa magnifique collection de mosaïques romaines. Lui, je le reconnais. C'est le dieu Neptune. Et à côté, ce sont des sirènes et des tritons. Ces mosaïques nous ont beaucoup appris sur la vie des Romains. Là, c'est incroyable. Il y a un lion, tous les animaux de la savane et même un guépard. Une autre salle expose un des bustes les plus connus d'Hannibal, le grand général carthaginois qui traversa les Alpes avec son armée et ses éléphants. Tiens, justement, en parlant d'éléphants, il y en a un ici. À Carthage, près de Tunis, l'entrée d'un parc d'attractions est décorée avec des éléphants. Les jeunes viennent s'y amuser et faire la fête au rythme de la darbouka. Et voilà comment on met de l'ambiance. À quelques kilomètres de Tunis, La Marsa est une cité balnéaire chic animée d'une vie culturelle très riche. La promenade du front de mer est parfois recouverte de sculptures originales. Oula, il est un peu compliqué ce vélo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un cœur. Allez, vive les artistes! Non loin de La Marsa, Sidi Bou Saïd est un village perché sur une falaise dominant le golfe de Tunis. De nombreux artistes habitent ces maisons blanches aux portes décorées de clous. Ah, ça, je crois que c'est la sonnette. Dans les ruelles, il y a toujours beaucoup d'animations autour des boutiques d'artisanat. Oh, là, il y a des flûtes. J'ai envie d'en tester une. L'une des spécialités du souk, ce sont les tapis. Bonjour, est-ce que vous vendez des tapis volants? Non? Dommage.
Une tradition très ancienne en Tunisie, c'est la chasse avec des faucons spécialement dressés. Justement, en voilà un dans cette rue en compagnie de son dresseur. Tiens, il veut se mettre sur ton épaule. Tu ne risques rien. Je suis pas très rassurée. Dans les ruelles de Sidi Bou Saïd, on peut aussi goûter quelques spécialités tunisiennes, comme les bambalouni, des beignets que l'on mange frits et saupoudrés de sucre. On devrait appeler ça des bons balounis. Sidi Bou Saïd est aussi connu pour ses terrasses de café où l'on vient profiter de la vue. Coucou tout le monde! Si on surnomme Sidi Bou Saïd le petit paradis blanc, c'est en raison de ses palais et de ses maisons traditionnelles appelées Dar Arbi. Toutes les pièces donnent sur une petite cour intérieure. L'eau est bien fraîche. Et nous voici sur les toits. Pas mal, la vue est vraiment superbe. Un dernier regard sur le golfe et on retourne au café pour une autre surprise. Le jasmin blanc est la fleur emblématique de Tunisie. On l'offre comme une preuve d'amour et d'amitié. Mais il me met la fleur à l'oreille. Elle va sentir bon ma casquette. Hammamet est une cité balnéaire située à une 60aine de kilomètres au sud de Tunis. Elle possède de nombreux monuments historiques, notamment ce fort construit au IXe siècle. Le Borge, comme on l'appelle, avait pour mission de protéger la ville contre les attaques de bandits. Ah là, je reconnais le drapeau tunisien. J'adore le rouge. Ce fort carré a été transformé plusieurs fois au cours des siècles, mais il offre toujours une vue imprenable sur la mer. Toutes ces couleurs, c'est vraiment beau. Non loin du fort, on découvre la vieille ville, la Médina et son labyrinthe de ruelles étroites cernées de maisons toutes blanches. Mais je suis déjà passée par ici. Tiens, il dessine des poissons sur les murs. Ah, enfin la sortie. Nous voici maintenant à Nabeul, une petite ville située à côté d'Hammamet. Nabeul est célèbre notamment pour ses poteries. Plus de 2000 potiers travaillent et vivent ici. Ils réalisent des poteries en argile de toutes les couleurs et de toutes les formes. On dirait qu'il va faire un bol. À moins que ce soit une assiette. À moi, ne tournons pas autour du pot. Tu peux appuyer plus fort. Je vais faire un chapeau. On utilise un fil d'acier pour couper l'argile et détacher l'objet que l'on vient de fabriquer. Les femmes se chargent ensuite de peindre et décorer les poteries. Dis donc, ça c'est un travail de précision. Elles utilisent surtout le bleu, le jaune et le blanc qui ont rendu célèbres les poteries de Nabeul. Les poteries décorent même les ronds-points sur la route pour aller vers la mer. Grâce à ses plages et son climat méditerranéen, Nabeul est aussi une station balnéaire très appréciée des touristes. Bah dis donc, il avait très envie de se baigner. La mer est ici le principal attrait pour les touristes. Sur la plage d'Hammamet, on peut tester le vaisseau du désert. Le démarrage est un peu délicat. Une promenade à dos de dromadaire, c'est une vraie aventure. Ça tangue. Il faut pas avoir le mal de mer. À l'arrivée aussi, il faut bien s'accrocher. Merci dromadaire, c'était génial. On peut aussi profiter de la mer pour se baigner ou pour faire un tour de jet ski. Quand il n'y a pas beaucoup de vagues, on peut aller très vite. Une autre activité à succès, le parachute ascensionnel, qui demande un peu de préparation. Voilà. C'est bon, je suis équipée. Allez, on y va. Tenez ma casquette, sinon elle va s'envoler. Paré pour le décollage? Allez, c'est parti! Tiré par un bateau, le parachute s'élève à plusieurs dizaines de mètres. Il n'y a plus qu'à planer et profiter de la vue. C'est cool! C'est trop cool! À la fin de la balade, le bateau ralentit pour faire descendre le parachute et permettre un atterrissage en douceur. C'était trop bien! Encore un tour! Lorsqu'on prend la route vers le nord de la Tunisie, on tombe régulièrement sur des sites archéologiques de l'époque antique. L'un des plus intéressants est celui des citernes de la Malga, construites par les Romains pour approvisionner la région en eau. Est-ce qu'on pourrait aller voir celle-là?
Regarde Arthur, voilà, en tout, il y a 15 citernes comme celle-ci. Chacune mesure 102 mètres de long et 7 mètres de haut. Ces citernes pouvaient contenir d'énormes quantités d'eau. Plus loin, on rencontre d'autres ruines de l'époque romaine et on tombe régulièrement sur des restes de colonnes typiques des bâtiments de cette époque. Ça devait être la maison d'un riche romain ici. Elle était gigantesque. L'aqueduc de Zagouan servait à transporter l'eau depuis les citernes de l'Amalga jusqu'aux grandes villes de l'époque. Entrons dans ce tunnel nous mettre à l'abri du soleil. Ouf, ça fait du bien un peu de fraîcheur. Cette immense construction s'étend sur plus de 130 km. On dirait que des ouvriers sont en train de reconstruire l'aqueduc. Il y a des travaux en permanence pour continuer les fouilles et entretenir ce monument qui date de près de 2000 ans. Je vais essayer de faire une brique moi aussi. Oula, c'est lourd! Tailler les pierres est un métier. L'eau de l'aqueduc permettait aussi d'arroser les cultures. Un peu plus loin, on arrive au site d'Oudna. La guide Leila nous fait grimper de larges escaliers pour découvrir le Capitole, la place centrale qui dominait la ville. Ils ont prévu un super espace pour faire de la trottinette. À l'époque, il y avait 3 grands temples sur le Capitole, mais il n'en reste que quelques colonnes. La légende dit qu'en collant l'oreille sur cette pierre, on entend une voix nous raconter l'histoire du site. Bah moi, j'entends rien du tout. Oudna possède un autre monument particulièrement imposant. Regarde, là c'est un amphithéâtre où les Romains organisaient de grands spectacles. Les Romains organisaient dans cet amphithéâtre des combats de gladiateurs qui se battaient entre eux ou contre des bêtes féroces, comme par exemple des lions. Alors, ils étaient où les lions? Ah! Attention, je griffe. Allons voir s'il resterait pas un petit lion caché quelque part. Les amphithéâtres romains étaient des constructions très solides, avec de nombreux aménagements ingénieux. L'amphithéâtre d'Oudna est d'ailleurs très bien préservé. Waouh, la vue d'ici est vraiment impressionnante. Les gradins étaient construits de façon à ce que tout le monde puisse bien voir le spectacle sans être gêné par les spectateurs placés en dessous. Bon, alors, quand est-ce que le spectacle commence? Et les gladiateurs, ils sont où? Ah, c'est par là qu'ils vont sortir. Les gladiateurs étaient de vrais stars, comme les champions sportifs d'aujourd'hui. Bon, ben, c'est moi qui vais faire le spectacle. Allez les lions, je suis prêt, vous pouvez venir.